Alors, la présentation de l'équipe Innovation et Internationale. Donc, je vous disais, lorsque mon micro était malheureusement fermé, donc, que notre collègue Marie Eldin est arrêtée jusqu'à la fin de l'année a priori, puisqu'elle attend un heureux événement. Et donc, elle est remplacée sur ces thématiques par Nicolas Dattez, qui s'occupe de mobilité intelligente, et Florent Hanon pour les sujets sécurité des usagers de la route. Donc, Florent qui garde également des sujets liés à l'Europe. Deux collègues sont exclusivement dédiés au projet européen, donc Sébastien Aubron et Mathilde Petit. Et enfin, donc moi-même qui m'occupe de mobilité durable, chaîne de traction, matériaux, manufacturing, et puis maintenant également les systèmes de stockage d'énergie. Alors l'accompagnement du pôle par la labellisation, donc ça vous donne accès à plusieurs choses. D'une part, ça vous permet de structurer votre projet, donc cibler le bon outil de financement. On vous aide également à identifier et contacter les bons partenaires et surtout à consolider votre dossier, donc que ce soit sur les choix technologiques, l'état de l'art, le marché, la stratégie de protection intellectuelle, l'impact économique et la stratégie d'accès au marché, et puis l'éco-conditionnalité qui est un critère qu'on retrouve dans de plus en plus d'appels. On vous permet également de bénéficier d'une session d'entraînement et de conseils pour les oraux, donc sachant qu'on en retrouve de plus en plus de soutenance maintenant dans les nouveaux appels à projets. Et puis l'accompagnement du pôle vous permet aussi de bénéficier du soutien de l'écosystème Moveo, donc c'est quelque part c'est faire connaître vos compétences à l'ensemble du réseau, mais c'est aussi avoir le soutien de vos pairs concernant la qualité de votre projet. Et donc un soutien qui est apprécié par les financeurs lorsqu'ils sont amenés à évaluer les projets. Et puis donc toute la partie valorisation du projet. Donc c'est la participation à nos événements où on vous propose de présenter vos résultats, la diffusion d'informations dans notre newsletter, et puis notre book projet et success story qui permet de recenser tous les projets, tous les succès qui sont liés au projet du pôle, et donc de leur donner de la visibilité. Alors, le processus de labellisation, donc rapidement, donc on distingue quelques étapes. Une première phase d'émergence dans laquelle on va discuter en B2B entre le responsable projet du pôle et puis le porteur. Donc on fait une première analyse d'éligibilité, voir si l'appel ciblé est bien celui qui correspond le mieux au projet. Si on tombe d'accord, on vous propose ensuite de venir présenter le projet devant nos comités d'experts techniques, donc qui sont là vraiment pour vous aider à enrichir le projet. Donc ils peuvent être un peu challengeants de temps en temps, mais l'idée c'est vraiment toujours dans un esprit constructif de vous aider à l'améliorer. Donc si l'analyse est négative mais que le comité estime qu'on peut améliorer le projet, on vous propose de revenir une seconde fois en proposant des améliorations. Et donc si c'est positif, par contre, là le comité désigne un expert qui va lire l'ensemble du dossier et vous faire des recommandations sur ce dossier. Et donc si cette expertise est encore positive, on propose ensuite le dossier au comité opérationnel de Moveo qui va statuer sur la labellisation. Donc au niveau du comité opérationnel, on a des gens qui sont choisis pour leur vision stratégique et marché, au contraire des comités d'experts techniques qui eux sont plutôt orientés vraiment techniques. On invite des représentants des financeurs, que ce soit les régions, la DGE, la Directe, de manière à ce qu'ils soient informés dès cette étape des projets qui leur seront présentés. Et on a également un représentant de la PFA, donc la plateforme de la filière automobile et mobilité, qui participe avec droit de vote à ce comité. Et c'est une chose importante aussi dans l'appréciation des projets présentés, puisque sur les nouveaux appels, on demande de plus en plus l'avis à la fois de la PFA et des CSF concernés, donc les CSF, comités stratégiques de filière. Voilà, donc là, au niveau du comité opérationnel, le dossier est présenté par le pilote de la thématique concernée.
Donc ensuite, il y a une discussion entre les membres de ce comité et enfin un vote pour statuer sur la labellisation. Et enfin, donc une étape qui n'est pas obligatoire mais qu'on recommande fortement, et surtout aux PME et ETI, c'est le passage devant ce qu'on appelle le MBA, donc c'est le Moveo Business Accelerator, où là on a des experts qui sont plutôt orientés conseil en stratégie d'entreprise, accès au marché, donc avec des gens qui sont chefs d'entreprise et qui sont dans des fonds d'investissement. Et qui vont vous challenger plutôt sur votre stratégie d'accès au marché et les business models que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Et donc, pour terminer sur le volet Moveo, donc là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de la liste des membres d'experts du comité chaîne de traction et gestion de l'énergie. Donc vous avez le pilote qui est Bertrand Houet de Renault, et ensuite la liste des membres du comité. Donc on essaie d'être assez représentatif de l'écosystème du pôle, avec des représentants de grands groupes, de PME, et puis de centres techniques ou de laboratoires publics. Voilà. Et donc tous ces gens évidemment ont signé une charte de déontologie. Ils s'engagent à ne pas divulguer d'informations auxquelles ils auraient accès lors de leurs travaux d'expertise. Et il nous arrive également d'avoir à révoquer certains experts si les porteurs de projets le demandent. Donc on fournit de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours la liste des gens qui ont accès au dossier. Et si des gens posent problème, on peut être amené à leur demander de sortir et de ne pas assister à la présentation. Et bien évidemment de ne pas expertiser le dossier. Voilà donc pour terminer sur le sujet accompagnement par le pôle, et donc je vais laisser la parole maintenant à mes deux collègues de BPI sur le sujet Piaf Diesel. Bonjour à tous. Bonjour, donc, je me présente, Julie Baudet, je suis accompagnée de Julien Simon. Nous sommes les deux points de contact, les deux points d'entrée en fait sur la projet Piaf Diesel chez BPI France. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est vous donner un peu les clés de lecture de l'appel à projet Piaf Diesel, évidemment de répondre à vos questions si vous en avez. On entend très mal ce que vous dites. Oui, on entend très très mal. D'accord. Est-ce que là, vous entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Oui. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je crois que c'est bien. Non, j'étais un petit peu éloignée du micro. Du coup, je vais reprendre. Donc, Julie Baudet et Julien Simon, on est ici pour vous présenter l'appel à projet Piaf Diesel. En fait, nous sommes les deux points de contact, les deux points d'entrée sur cet appel à projet chez BPI France. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est vous de donner quelques clés de lecture de cet appel à projet, de répondre à toutes vos questions si vous en avez, étant entendu qu'évidemment, on prendra de nouvelles questions et potentiellement, on pourra aussi se rencontrer si vous avez des projets qui, pour vous, peuvent correspondre au cahier des charges. Donc, on sera amené évidemment à se rencontrer de nouveau, à échanger par email, par téléphone. Voilà. Donc, on va commencer un peu la présentation. Rapidement, pour vous donner un peu une idée de l'emplacement, j'allais dire, de cet appel à projet dans le panorama des outils de financement BPI France. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on est sur un appel à projet qui vient couvrir à la fois votre R&D et votre industrialisation, ce qui est vraiment une particularité de cet outil de financement, et qui s'adresse à vos projets individuels, vos projets d'entreprise, qui sont vraiment stratégiques pour votre développement. Donc, vous allez voir la petite Marianne très souvent dans cette présentation, petite Marianne qui signifie qu'on est dans du financement PIA. Alors, je ne sais pas si la plupart d'entre vous êtes familiers avec cet outil de financement, mais c'est le plan d'investissement d'avenir. Donc, ça appartient, on va dire, à une gamme de produits
avec des conditions, on va dire, harmonisées et que vous allez pouvoir retrouver à travers d'autres outils que vous connaissez sûrement, type le PSPC ou des projets de filière ou même le concours innovation. Donc juste pour replacer le PIAF Diesel justement dans la partie plan d'investissement d'avenir, il est intéressant de voir que le PIAF Diesel fait partie, on va dire, des 5 outils qui sont ouverts actuellement. Donc on vous en a mis d'autres, hein. Évidemment, avec Julien, on sera capable de vous donner des informations sur tous les autres dispositifs qui sont gérés chez nous. L'idée aujourd'hui étant de faire évidemment un focus puisque ça concerne réellement votre secteur d'activité et j'imagine vos projets que vous avez sur le feu. Mais sachez que c'est un dispositif parmi d'autres. Alors, si on attaque vraiment la présentation des objectifs de cet appel à projet, on cherche à financer des projets de diversification qui sont portés par des PME ou des ETI, étant entendu que vraiment, quand on parle PME ou ETI, nous ne sommes pas dans des filiales potentielles de grands groupes. On parle vraiment d'entreprises indépendantes sur PME et ETI. Projet de diversification, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez une activité on va dire actuelle, que vous menez une activité actuelle et que vous cherchez à vous diversifier pour vous rendre un peu plus indépendant du marché du diesel. Donc, on va venir financer des programmes de R&D et des programmes d'industrialisation pour justement pouvoir vous émanciper et vous reconvertir par rapport au marché du diesel. Donc, on va chercher des activités industrielles qui sont innovantes, mais surtout qui sont ambitieuses par rapport à votre entreprise. C'est ça qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'on se place toujours du point de vue de l'entreprise qui vient de déposer son projet. Là, ce sont sur les objectifs, on va dire, généraux. Donc, sachez qu'on a effectivement une enveloppe de financement à hauteur de 18 millions d'euros qui est donc dans le plan d'investissement d'avenir et qui est surtout dans la partie de ce qu'on appelle PIAV, qui sont les projets industriels d'avenir. Bonjour, Julien Simon. Donc je vais poursuivre. Julie a cadré le positionnement de l'appel, le type de projet qui était recherché. On va revenir un petit peu sur les attendus et derrière les modalités de financement qui en découlent. On est sur des projets, donc R&D industrialisation, qui sont sur des durées maximum de 24 mois. Ce sont d'assez gros projets, notamment sur le volet R&D, puisqu'on est sur des projets où l'assiette de dépenses éligible, donc l'assiette de dépenses de R&D liée au programme, va être située entre 500 000 euros et 5 millions d'euros. Donc on entend bien que pour des PME et ETI, c'est déjà des choses relativement structurées et structurantes. Et point clé, ce sont des projets individuels. Donc vraiment, on n'est pas dans un cadre collaboratif, ce qui signifie que si vous avez des partenaires R&D avec lesquels vous travaillez, dans ce cadre, ce seront des sous-traitants. En sachant que l'objectif, c'est bien d'accompagner une montée en puissance R&D du porteur du projet. Et donc, typiquement, on demandera à ce que les porteurs ne dépassent pas les 30% de sous-traitance. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner votre montée en puissance sur le programme. Le type de financement qui découle de ces projets que vous présentez au PIAF Diesel, c'est il faut bien faire une bonne distinction entre la partie R&D et la partie industrialisation. Pour ce qui concerne les travaux de R&D, on va venir appliquer des taux d'aide différenciés selon la taille de la structure. Donc pour les petites entreprises, jusqu'à 50 personnes, hein, c'est le point principal. On pourra revenir en détail si vous avez d'autres questions. Mais il faut bien que si vous êtes moins de 50 dans la structure, le taux d'aide sur la phase R&D sera de 45%. Le taux d'aide pour une moyenne entreprise, donc entre 50 et 250 personnes, sera de 35%. Et enfin, le taux d'aide pour une ETI, donc entre 250 et 5000 salariés, sera de 25% sur la R&D. Donc, sur l'assiette de dépenses qui sera retenue, qui sera comprise entre 500 000 et 5 millions, on va venir appliquer ce taux, hein, tout simplement. Le financement, en termes de modalités qui vient derrière, c'est 2 tiers de subvention, 1 tiers d'avance récupérable. Alors attention, parce que là, on parle vraiment de la phase R&D qui sera traitée de la sorte. On a bien déterminé comment allait se passer la fraction R&D du projet. Pour le volet industrialisation, qui du coup, de manière générale, il y a une cohérence évidemment entre la phase de R&D et la phase d'industrialisation sur ces projets, on va venir aider les entreprises uniquement en avance récupérable. Il n'y aura pas de subvention. Le taux d'aide va être différencié selon les types de structures. Là également, on va faire une distinction entre petites entreprises, donc moins de 50 salariés, qui seront traités à 30%,
moyenne entreprise entre 50 et 250 à 20%, et ETI qui seront à 10%. Alors là, point essentiel, vraiment point clé, ce taux d'aide va se voir défalquer de 10% si l'entreprise est située en dehors d'un zonage AFR. Le zonage AFR, il est public, et donc c'est-à-dire que vous pouvez vérifier vous-même sur Internet si votre entreprise elle est située sur une zone AFR. AFR, c'est aide à finalité régionale. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la chose, c'est une réglementation européenne qui nous impose de traiter de la sorte. Alors, on a calé le type de projet dont on parlait ici sur ce Piaf Diesel, on a déterminé la façon dont ils seront financés, on va revenir sur les critères de sélection. Alors, sur les critères de sélection, ce qui est intéressant, c'est que Geoffroy le disait au début de cette session, il expliquait que le pôle pouvait justement vous accompagner sur un certain nombre de critères. Et clairement, les critères de sélection qu'on va décrire ici font partie d'une analyse que vous allez pouvoir retrouver au moment du label. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Premièrement, on cherche à savoir si le programme de diversification que vous nous présentez, il est pertinent et stratégique pour votre entreprise. Donc clairement, il faudra démontrer qu'on est sur un projet avec des perspectives de création de chiffre d'affaires qui sont significatives, avec un impact sur votre développement et avec une vision stratégique en fait de l'évolution sur le secteur de la mobilité. Il est important que vous apportiez votre vision de chef d'entreprise par rapport à ce que vous estimez être la future évolution du secteur de la mobilité. Donc ça, c'est important et c'est les premiers points qui sont regardés par le comité de pilotage. On reviendra sur le processus de sélection dans un second temps. Effectivement, on va regarder également la pertinence de vos objectifs commerciaux, à savoir est-ce que les marchés que vous décrivez, si ce sont de nouveaux marchés, si ce sont de nouveaux segments qui sont visés, on va aller regarder la pertinence de votre plan d'affaires, les hypothèses. On va regarder également la qualité de votre modèle économique. On va regarder effectivement tout ce qui est votre plan de financement, quels sont les modèles économiques que vous mettez derrière ce programme de diversification, s'il est bien en lien en fait avec le fonctionnement de votre entreprise et avec les moyens que vous allez mettre derrière ce projet. Et enfin, comme le disait effectivement Geoffroy, les critères d'éco-conditionnalité sont des critères qui sont maintenant systématiquement, j'allais dire, regardés dans le PIA, dans le plan d'investissement d'avenir. Donc, c'est un point qui sera particulièrement regardé. Donc, il faudra expliquer comment vous prenez en compte les critères éco-conditionnels qui sont décrits dans le cahier des charges. Il ne faut évidemment pas répondre à la totalité des critères qui sont demandés, mais c'est au moins avoir dans le viseur un des critères proposés. Sur les critères de sélection, je pense qu'on est bon. Sur le dossier de candidature maintenant. Je vais revenir sur le dossier de candidature. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro actif, je m'excuse, mais du coup je le laisse l'éteindre. Sur le dossier de candidature, il y a un formalisme type BPI qui, pour ceux d'entre vous qui sont déjà clients BPI Innovation, va pas être très surprenant. En termes de documentation relative au projet, ce qu'on va attendre de votre part, c'est déjà un résumé format texte. On a un cadre type qui est proposé, qui est disponible sur le site BPI. On attend 20 pages de votre part à peu près sur cette partie présentation de texte du projet. On attend également de votre part une présentation sous forme de slide PowerPoint. Donc on sera sur un format 20 slides maximum. Une annexe financière, mais l'annexe financière est un format imposé. Donc c'est-à-dire ce qu'on va vous demander, c'est de venir compléter l'annexe financière qui est imposée dans ce cadre. Donc là, encore une fois, on a une harmonisation de ces documents par rapport aux autres dossiers de candidature BPI. Donc normalement, il y a vraiment un retour d'expérience sur les différents dossiers. On a perdu le son. Ah, vous avez perdu le son. Est-ce que vous m'entendez? Vous Le m'entendez? son est très mauvais. D'accord. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon, je vais reprendre donc du coup si vous m'entendez. Donc comme je vous l'expliquais, il y a un certain formalisme qui est attendu dans ce cadre.
mais formalisme qui est assez similaire à ce qu'on attend sur les autres outils de financement BPI Innovation. Donc, au-delà de la présentation cadrée de l'ensemble du projet et qu'on va attendre au format texte et au format PowerPoint, vous devrez compléter une annexe financière qui est un format imposé. Vous devrez également nous remettre un résumé en une page pour communication publique. Donc là, toujours être attentif puisque ça, ce document-là est un document qui, en cas de sélection du projet, peut être réutilisé. Évidemment, on reviendra vers vous avant de le faire, mais il faut vraiment qu'on ait quelque chose de prêt sur la présentation du projet. Ça, c'est les documents qui cadrent la présentation globale du projet. Maintenant, à votre niveau porteur, donc au niveau de l'entreprise en tant que telle, on va attendre une documentation administrative type qui est liée à notre statut d'établissement bancaire. Donc, on va attendre de votre part CABIS, RIB, les 3 dernières liasses fiscales, typiquement, statut, documentation d'identité. Donc, c'est des documents qu'on demande sur tous les outils de financement. On va également attendre, bien entendu, un prévisionnel économique et un plan de financement. Bien avoir en tête que cette documentation n'est pas hors sol, elle est vraiment liée aux critères d'éligibilité et de sélection, donc il y a une cohérence dans ce qui vous est demandé, c'est vraiment des choses qui vont découler de la structuration du projet, donc il y aura vraiment une cohérence. Enfin, il faut bien avoir en tête que c'est des documents qui sont complétables, notamment avec l'aide du pôle si besoin, mais le formalisme permet de compléter. Il y a un sujet évidemment de consommation de temps, si vous voulez, puisqu'on est quand même sur des projets assez structurés, mais les documents types, on a un retour d'expérience dessus et on sait que les porteurs arrivent tout à fait à les compléter. Les candidatures, elles devront être déposées sur notre plateforme centralisée BPI avant donc le 12 juin pour cette session. Juste pour effectivement compléter ce que disait Julien très justement, le dossier de candidature et sa complétude peuvent paraître effectivement un formalisme assez contraignant pour les entreprises. Il faut savoir que l'avantage de fournir un dossier complet dès le mois de juin, ça va nous permettre d'avoir un processus de sélection qui est plus rapide que si on vous demandait des pièces à droite à gauche. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une phase de montage, donc dans laquelle effectivement vous allez rencontrer le pôle de compétitivité, vous allez potentiellement aussi poser vos questions auprès de BPI France. Vous déposez ensuite votre dossier complet, donc avant le 12 juin à midi, je le précise. Ensuite, on rentre dans une phase où on va venir en fait analyser, expertiser votre dossier de candidature. Donc, il y a un premier filtre qui s'effectue et ce premier filtre donne lieu, dans le meilleur des cas, à une invitation à présenter votre projet en audition. Encore une fois, comme le disait Geoffroy en début de séance, l'audition étant de plus en plus répandue à travers les processus de financement des projets innovants. Donc, vous avez l'occasion de venir défendre votre projet à l'aide évidemment du PowerPoint que vous avez déposé, dont Julien a fait la mention il y a quelques instants. Donc, vous venez défendre votre projet devant des représentants des ministères, notamment de la DGE, la Direction Générale des Entreprises, du MTES, qui est le ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous aurez également un représentant du SGPI, qui est le secrétariat général pour l'investissement. Et évidemment, vous passerez devant des personnalités qualifiées qui sont des experts, en fait, qui sont externes à l'État, mais qui ont justement des visions sur des projets industriels d'avenir ou sur des thématiques, des secteurs d'activité qui vont correspondre à vos projets. Évidemment, BPI France est présent lors de cette audition. Si vous êtes retenu en audition, votre dossier à ce moment-là est présélectionné et vous passez dans la phase d'instruction. Cette phase d'instruction, elle dure environ 2 mois et elle se fait entre BPI France et vous, le porteur de projet. L'idée étant d'apporter des compléments sur le fond de votre dossier, de répondre à des questions. Vous serez challengé. On essaie vraiment d'approfondir les dossiers avec vous. Approfondir ces dossiers pour qu'ils puissent être présentés à nouveau. Mais alors là, c'est pas par vous pour le coup, c'est par BPI France. Présentés devant le comité pilotage, toujours formé du ministère de l'Industrie, du ministère de la Transition écologique et solidaire, du SGPI et de BPI France.
Et là, si votre projet et son instruction conviennent au comité de pilotage, il est en mesure de décider et donc de vous accorder l'aide aux conditions proposées par BPI France. Donc voilà un peu le calendrier qui vous attend à partir du 12 juin, étant entendu que les auditions sont a priori programmées pour le début du mois de juillet. Voilà. Donc fin juillet, vous avez déjà une réponse assez, assez précise sur un passage ou non en instruction approfondie avec le filtre de l'audition qui est vraiment un filtre très important. Voilà, et donc comme je le disais au début de la présentation, sachez qu'avec Julien, nous sommes vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions par rapport à cet appel à projet. Sachez que le but, c'est vraiment de travailler en cohérence avec le pôle Moveo et que nous venons en support évidemment de vos questions dans un premier temps pour faire en sorte que vous puissiez déposer dans les meilleures conditions à cet appel à projet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà, donc du coup, si vous avez des questions, c'est le moment pour les poser. Oui, bonjour. Moi, j'ai déjà participé à... Oui, deux questions. J'ai pas bien Pardon. compris tout à l'heure le. Alors attendez, parce que Oui, du coup, il y a plusieurs questions. Ce que je vous propose, c'est de les poser par le chat. Comme ça, vous vous court-circuitez pas et nous, on les prend au fil de l'eau. Est-ce que vous avez tous bien vu le chat, hein? Donc c'est la petite icône en bas à gauche de votre écran qui vous permet d'afficher le volet de chat. Donc je vois que quelques personnes sont en train de rédiger leurs questions. Oui, 49. Alors, Monsieur Ampinet, vous avez posé une question sur les tailles d'entreprise. Donc, effectivement, ce que l'on considère être une PE, à savoir une petite entreprise, c'est une entreprise qui possède un effectif compris entre 1 et 49 salariés. À partir de 50 salariés jusqu'à 249, on passe sur une moyenne entreprise. Vous aviez une autre question peut-être? Ah pardon, excusez-moi. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est 1,49 et après c'est 50, 249. Dans tous les cas, si vous êtes sur... honnêtement, si vous n'êtes pas sûr de la catégorie à laquelle vous appartenez, c'est des choses sur lesquelles on peut vous aider, on peut échanger, parce qu'on va regarder non seulement vos effectifs, mais on va devoir aussi regarder votre chiffre d'affaires annuel et votre bilan. Donc honnêtement, s'il y a besoin de faire une analyse sur votre catégorie d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter et on fera vraiment du cas par cas s'il y a un doute. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Monsieur Ampinet, mais n'hésitez pas si j'ai pas été claire. Oui, très très bien, merci. Il n'y a que donc des conditions d'effectifs et pas de chiffre d'affaires. Si, justement, c'est ça que je vous disais. C'est qu'il y a non seulement les effectifs, mais il y a également le chiffre d'affaires et le total du bilan. J'entends plus. Ouais, là vous entendez? Vous m'entendez là correctement? Effectivement, il y a peut-être un sujet de son. Donc effectivement, je vous disais qu'il y avait non seulement les effectifs, mais il y a également le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan. Si vous avez un doute, Monsieur Ampinet, sur la catégorie de votre entreprise, c'est des choses qu'on peut regarder avec vous au cas par cas à partir de vos éléments financiers. Voilà. Donc je vois que donc, si vous avez d'autres... Alors, je vais y revenir. Donc, une société d'ingénierie peut
intitulé sur l'évolution de son œuvre ingénierie qui ne comporte pas de partie industrielle. Alors, il faudrait préciser un peu cette question, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas en fait d'industrialisation. Si c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez présenter seulement un programme de R&D sans programme d'industrialisation. Si on ne vous entend plus, on ne m'entend plus apparemment. Ouais, oui, mais oui, je suis au max du max là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, très bien. Alors je reprends. Du coup, sur la possibilité de présenter un programme de R&D sans programme d'industrialisation, alors oui, c'est possible. Vous avez le droit de présenter une évolution de votre offre qui présente un programme de R&D sans programme d'industrialisation. C'est une possibilité. Je réponds du coup à Monsieur Ampinet sur la catégorie d'entreprise. Il n'y a pas que les effectifs qui comptent. Voilà, mon collègue Julien Simon vous a donné effectivement quelques clés de lecture. Il y a non seulement les effectifs, mais il y a également le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan. Et le total du bilan. Mais encore une fois, Monsieur Ampinet, on peut regarder ça avec vous pour réellement voir votre catégorie d'entreprise. Alors ensuite, oui, vas-y. Il y a quelqu'un nous questionne sur la possibilité de faire différents projets de recherche. Sur le projet Régal, est-ce que vous pourriez nous préciser quel est tout l'outil et où est-ce que vous en êtes sur ce projet? Oui, bonjour. Le projet est terminé, hein. D'accord, En ça fait, marche. il a démarré en 2011 ou 2012. Et donc, il avait une durée de 36 mois. Il a D'accord. duré 40 mois et il est terminé, il est clos. D'accord. Aucun souci. De toute façon, il faut bien avoir en tête que le sujet à chaque fois, c'est ne pas dédoubler les financements sur une même assiette de dépenses. Après, évidemment, en termes d'incitativité pour l'État, il faut qu'il y ait une incitativité qui soit là, il faut qu'il y ait une cohérence entre les différents programmes de R&D menés par l'entreprise. Et enfin, l'État fera un choix stratégique de financer ou pas des travaux successifs. Mais en tout cas, vous avez le droit de revenir sur un nouveau guichet. D'accord. Merci. On peut prendre d'autres questions si vous voulez, n'hésitez pas. On peut peut-être poser la question. Oui. Oui, une question. Sur la dépendance au diesel. Oui, je peux poser ma question? Oui, bon, mais vas-y, Jacques. Oui. Alors, je pense que nous allons avoir un cahier des charges. Et est-ce que la sortie du diesel inclut uniquement de la motorisation essence ou tout type de motorisation hybride, électrique, etc., y compris les stations de recharge? Alors, donc, le préalable, c'est il faut démontrer sur les 3 derniers exercices une dépendance de l'activité, donc en termes de chiffre d'affaires généré, à plus de 25% au diesel. Ça, c'est le critère d'éligibilité. Derrière, sur l'objectif du programme de R&D, c'est relativement ouvert. C'est à vous de démontrer que le programme de R&D que vous allez mener vous permet de vous émanciper des activités diesel. Après, bien entendu, derrière, il y a un sujet d'aller pour vous sur des marchés porteurs, ce que tout de suite quoi à terme. Donc là, il faudra bien entendu vous justifier dans le cadre de la sélection, ça va être particulièrement important. Je ne sais pas si dans votre cas sur quel marché vous voudriez aller, mais c'est relativement ouvert en termes de domaine applicatif derrière. Alors, je vois qu'il y a une question de Ariamis. Quelles sont les aides complémentaires que l'on peut imaginer en complément de l'aide PIAV sur le budget que vous allez nous présenter au PIAV?
diesel, sur l'assiette de dépenses que vous allez nous présenter, il n'y aura pas de complément possible. En réalité, on ne peut pas cumuler deux aides, enfin en tout cas l'aide PIAV plus une autre aide publique sur le budget que vous allez nous présenter. En revanche, si vous présentez une autre assiette de dépenses, un autre budget qui n'est pas au PIAV, évidemment qui peut être aidé par une autre aide publique. Mais il n'y aura pas d'aide complémentaire sur l'assiette que vous nous présenterez au PIAV. Alors, peut-être une question pratique sur le calcul de ce critère de dépendance au diesel, puisque on a eu le cas justement avec quelqu'un qui est présent aujourd'hui. Est-ce que cette dépendance au diesel, elle se calcule sur des activités qui peuvent être en dehors de France? Alors, sur le calcul du critère, enfin sur le critère de dépendance au diesel, on va venir regarder le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc là, je précise, on parle de l'entreprise consolidée, hein. On parle de la totalité des filles. Et s'il y a des filiales, on parle de vraiment du chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Ensuite, du coup, ce critère-là, quelque part, il n'est pas géographique. Parce que si votre siège, il est en France, vous êtes domicilié en France, le chiffre d'affaires, il est au sein de votre entreprise, donc il est calculé par rapport au sol français. En revanche, ce qui va après être un critère de sélection, c'est que les nouvelles activités que vous présentez dans votre projet de diversification aient des retombées économiques directes en France. Donc, il faut qu'effectivement, on démontre que les dépenses que vous allez faire dans votre projet puis l'impact et les retombées économiques soient en France. Donc ça, j'imagine que c'est des choses dont qu'on peut regarder avec vous au cas par cas, puisque là, ça relève pas d'un simple critère, j'allais dire quantitatif et donc fermé. C'est vraiment une analyse de votre activité un peu plus large et de surtout comment vous allez mettre en place votre industrialisation. Il y a une seconde question qui vient d'arriver. Ah, pardon. Je suis désolée. Voilà, je ne sais pas si Monsieur Cornu, ça répond à votre question. Voilà. À votre disposition en tout cas. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, même là potentiellement si vous préférez les poser à l'oral. Oui, j'en ai une autre à l'oral. Vous venez d'expliquer les critères de dépendance du diesel. Donc, c'était un chiffre d'affaires. Et dans le chiffre d'affaires que vous nous fournissez, on doit vous indiquer quel est le niveau de dépendance au diesel. Mais en termes de retombées, est-ce à dire que l'on doit vous dire que nous baissons la part diesel dans notre chiffre d'affaires au profit d'une autre part, par exemple? Est-ce cela? Alors, merci pour cette question, c'est une très bonne question. Donc là, clairement, on va être face à une réflexion du jury d'audition et donc du comité de pilotage si le business plan, le plan d'affaires que vous allez présenter, c'est-à-dire votre nouvelle... Excusez-moi, il y a eu un très long blanc. Oui, parce que je pense qu'il y a un peu de latence, mais vous m'entendez là? Oui, donc, je répète, sur la question que vous venez de poser, en réalité, ça va être l'appréciation du comité de pilotage qui va regarder par rapport à ce que vous allez présenter comme plan d'affaires, ce que vous allez présenter comme nouveau plan de développement, nouveau plan d'industrialisation, si finalement, oui, votre dépendance et donc votre chiffre d'affaires dépendant au diesel baisse au profit d'une nouvelle activité. C'est clairement ça qui est vu. Alors,
Vous pouvez expliquer que la proportion de votre chiffre d'affaires n'évolue pas, mais qu'en valeur absolue de votre chiffre d'affaires, il y a un impact du programme de diversification que vous présentez. Mais clairement, l'idée, c'est qu'en proportion, votre dépendance, donc votre chiffre d'affaires lié au diesel, effectivement, diminue dans le temps. Ariamis nous demande s'il y a un critère de chiffre d'affaires minimum en valeur absolue dans le diesel. Donc la réponse est non. On parle en proportion, puisque comme je vous le disais, on se met vraiment au niveau de l'entreprise qui dépose le projet. C'est une des particularités de cet appel à projet. C'est qu'on se place vraiment par rapport à votre stratégie et vraiment ce que vous pouvez présenter. Donc on ne parle pas en valeur absolue, hein, c'est important. On parle vraiment en pourcentage de chiffre d'affaires. Mais de rien. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment qu'après, vous soyez en contact donc, avec Geoffroy pour le montage de ces projets. Et vous pourrez évidemment nous recontacter avec Julien pour préciser des points ou pour préciser des points même sur le formalisme, le dossier de candidature, sur la manière de déposer. On sera à votre disposition. Très bien, bah écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, c'est juste à l'écho. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, oui, vous m'entendez? on va pouvoir conclure. Oui. Oui, vous m'entendez? Une nouvelle question, oui. M'entendez-vous? Oui, oui, on t'entend, Jacques. Ah, je suis désolé, mais je n'ai absolument pas compris la réponse à ma question. C'était terriblement haché, voire coupé, donc je n'ai strictement rien compris. Je suis désolé. C'était quelle Monsieur question? Ampinet. Il a posé à l'oral. Ah oui. Est-ce que vous entendez mieux, Monsieur Ampinet, là? C'est moins haché? Là, oui. Ok. Oui. Alors, du coup, vous aviez une question par rapport à est-ce que mon chiffre d'affaires futur, c'est-à-dire présenté dans le projet, doit diminuer? En fait, il faut que vous coupiez votre micro, Monsieur Ampinet. Oui. Donc, du coup, c'était savoir si, en proportion, votre chiffre d'affaires lié au diesel doit baisser à l'issue de votre programme de diversification. Clairement, la réponse est laissée à l'appréciation du comité de pilotage qui, oui, effectivement, quelque part, va chercher à ce que votre entreprise soit moins dépendante du diesel et que donc, par définition, ça se matérialise par une diminution de la proportion de chiffre d'affaires lié au diesel. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va aussi regarder, du coup, le chiffre d'affaires en valeur absolue. Si vous présentez une proportion qui est quelque part un peu similaire, on va regarder en revanche la valeur absolue. Donc je pense que ça répond aussi un peu à la question qui a été posée tout à l'heure sur la valeur absolue. La valeur absolue, elle n'est pas regardée en termes de critères d'éligibilité, elle est regardée évidemment en termes de critères d'appréciation de la stratégie et de la pertinence économique de votre programme de diversification. Monsieur Ampinet, est-ce que vous avez toutes vos réponses? Oui, je pense avoir deviné les blancs. Donc, je crois que vous avez répondu plutôt non à ma question, mais que globalement, la dépendance dans les chiffres d'affaires prévisionnels
annoncé sera apprécié par le comité, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Après, encore une fois, on peut faire un aller-retour avec votre projet et vos chiffres et vous donner notre avis et on vous donnera notre avis. C'est qu'un avis, évidemment, mais on pourra vous donner notre avis sur la potentielle appréciation de ces critères-là. Mais de rien. Je vois qu'Ariamis est en train de composer un message. Donc on attend 30 secondes. Oui, donc les supports seront disponibles après le webinaire. On a fait également un enregistrement. Donc j'espère que le son sera de meilleure qualité si vous avez eu des coupures. Et donc on le mettra en ligne sur notre site. Et donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. S'il vous plaît, pour vous dites sur votre site, c'est quoi l'adresse? Alors je vous enverrai le lien, hein, comme ça vous aurez la D'accord. page exacte où seront hébergés les supports. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez d'autres. À bientôt. Au revoir.